Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Olivier Papon ici. On va parler de son outil, Seolizer, mais également un petit peu de sa vie, de comment il en est venu à faire cet outil d'analyse de log. Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Thomas, bah, écoute très bien, écoute très bien et je te remercie pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Bah écoute, merci d'être venu, ça fait plaisir de te voir. On s'est vu il y a pas longtemps autour d'une petite bouffe, mais voilà, ça fait plaisir aussi de partager à tout le monde un peu ce qu'on a dans la tête. Donc c'est Carrément. sympa de venir. Toujours Bon, un plaisir d'échanger entre SEO tout simplement. ouais, c'est clair. Puis nous, quand on commence, on sait pas quand est-ce que ça finit en plus. Bon, alors aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire avec SEOlizer. Parce que Mhm. t'as un parcours, bon, qu'on pourrait dire un peu atypique, même si dans le SEO, bon, atypique, c'est un peu, un peu courant, malheureusement. C'est ça. Euh, ouais, beaucoup de gens pensent que voilà, t'as été dans SEOlizer direct, t'en as fait un outil commercial, etc. Mais en fait, ils connaissent pas la partie d'avant, la phase où l'outil était gratuit, puis même la phase encore d'avant, en fait, où c'était un outil totalement privé, et puis même en fait peut-être ton profil. Et Mhm. finalement, c'est quoi un peu ton histoire? D'où tu viens? Euh, T'es un SEO qui est tombé comment sur le SEO? Alors je vais essayer d'être pas trop long dans l'histoire. Donc il faut savoir que à la base j'ai un background de dev avec un IUT informatique, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis ensuite je me suis orienté vers un master. C'était un des premiers masters, on parle des masters en 2004-2005, donc c'était vraiment le début. Et là, je faisais déjà un petit peu d'édition de site, j'avais mes propres sites, je développais un peu, etc. Je m'intéressais au SEO et en fin de master, du coup, Hmm. on devait faire un stage obligatoire. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans une agence qui était proche de chez moi à l'époque, là où j'ai grandi en Auvergne, à savoir Rio d'Internet à l'époque. Grande agence et du coup bah voilà, j'étais déjà passionné par le truc et je suis arrivé là-dedans dans mon premier job à 22-23 ans et au final j'en suis jamais sorti quoi, tout simplement. J'ai ensuite déménagé à Paris, alors ça devait être 2006-2007. Mhm. J'ai fait de l'édition de sites, voilà, des sites de jeux, de pas mal de choses. À l'époque de la grande mode des blind tests, j'avais un site qui s'appelait musicquiz.fr qui a très bien marché. Ensuite, j'ai été papa, donc j'ai voulu arrêter de bosser 12 heures par jour et, et je me suis remis au salariat. Et là, j'ai pu retourner au SEO, donc chez des pure players, dans les comparateurs de prix et dans la presse B2B, et même la presse un petit peu plus large. Et c'est comme ça hein, jusque ouais, 2014. Même si j'ai toujours développé des outils, même si j'ai toujours eu des sites en édition, en plus du salariat, c'est là où j'ai commencé vraiment à mettre les mains dans le cambouis Hmm. pour SEOlizer en 2014. Comment c'est arrivé plus exactement? C'est que j'avais à l'époque bon, déjà mes sites et des gros sites de presse sur lesquels je travaillais. Euh, à l'époque, il n'y avait qu'un seul outil d'analyse de log sur le marché qui s'appelle Botify et à l'époque, ma N plus 2 m'a dit, enfin, a dit à l'équipe SEO de l'époque, débrouillez-vous sans budget. On veut savoir ce que Googlebot fait sur les sites, mais débrouillez-vous son budget. Et donc, du coup, bah, à cette époque-là, j'ai découvert un outil open source que tu connais certainement d'ailleurs, Thomas, qui s'appelle la stack ELK, donc Hmm, ouais. Elasticsearch, Logstash, Kibana. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à quoi? Ça sert à injecter les logs dans une espèce de queue, de file d'attente, de les parser et de les injecter dans un système de base de données big data qui permet de faire du monitoring de log.
Bon, à la base, c'est plutôt un truc pour les sysadmins, pour les Mm. DevOps, voilà, pour faire du monitoring de serveurs, hein, finalement. C'est absolument pas fait pour faire du SEO à la base. Et c'est ce pourquoi où, voilà, je me suis vite retrouvé limité par l'outil parce que bah, voilà, en 2014, je sais plus, à l'époque, je crois que c'était 300 000 visites par jour sur ce site-là et autant de hits Googlebot. Et j'avais besoin de comprendre catégorie par catégorie de page ce qui se passait, à savoir euh, les articles, ce qui se passait sur les pages de liste, ce qui se passait sur la homepage, etc., etc. Et j'avais besoin de catégoriser tout ça. Sur Kibana, c'était assez complexe. C'était pas dynamique, c'était un petit peu, je ne veux pas dire affligeant, mais un peu, voilà, c'était un petit peu usant à l'usage. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment mis les mains dans mon propre code cette année-là pour aller bah, faire quelque chose de vraiment afférent et utile pour le SEO, quoi. Pas juste une version, on va dire, adaptée dans tout le qui existe pour du SEO, mais vraiment faire quelque chose de custom et de sympa, quoi. Voilà comment j'en suis arrivé là. Donc ça fait un petit moment déjà que j'ai Ouais. commencé ce projet-là, même si effectivement tu l'évoquais, il a été connu plus tard. Mais, mais me voilà la petite histoire de comment j'en suis arrivé là. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, non, t'as pas été trop long. Et puis, c'est vrai que tu as rappelé certains éléments. Moi, je voulais revenir sur cette histoire avec ELK et tout. C'est que à l'époque, en 2014, moi, je connaissais les logs. Alors, surtout par les administrateurs système et infogérants, les personnes qui veulent monitorer, ou éventuellement les développeurs qui veulent corriger des gros problèmes au niveau de leur application. Puisque voilà, les serveurs et même les modules, etc., qui sont installés dessus, bah, peuvent enregistrer. C'est vraiment un journal d'événements. C'est ça. euh, Il faut vraiment pas se dire que c'est que du SEO. C'est fait pour. Tu peux centraliser, voilà, que ce soit des logs PHP, des logs serveurs, ça peut être des logs de login, pourquoi pas, ça peut être tout et n'importe quoi comme log que tu peux centraliser dans Elasticsearch. Exactement. Et le truc, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, quand je parle SEO avec, euh, pensent que les logs, ça a vraiment été conçu pour le SEO. Et comme beaucoup de choses dans le SEO, d'ailleurs, hein, l'ensemble des critères techniques, contenu, popularité, il y a beaucoup de choses, ça vient d'autres métiers. C'est-à-dire que bah, tous les basiques d'un rédacteur, euh, qui était en dehors du web, déjà, normalement, sur le web, il devrait s'adapter assez rapidement s'il a bien eu la bonne formation, etc., etc. Pareil au Mhm. niveau des critères techniques, le choix du domaine. Par exemple, tu lis le bouquin de David Shelley, salut David si tu nous écoutes, quand tu le lis, tu te rends compte que c'est un domaine qui est quand même assez proche des personnes qui vont gérer ces choses-là, les DNS, etc., Ouais, registres, machin. complètement. Mhm. Et, et les personnes qui louent par exemple de l'hébergement ou autre, euh, c'est évident, ils font ça toute la journée en fait. Et ça fait déjà Mhm. des années, bien avant que les outils, même Botify, tu vois, tu disais, un des premiers, arrive. Je pense que moi, les logs, j'ai dû en entendre parler durant ma formation au Conservatoire national des arts et métiers. C'était donc en 2010. Et Mhm. c'était pour corriger, débugger, justement ce que tu disais, tout ce qui est PHP, toutes ces choses-là, pour savoir si voilà, il n'y avait pas un problème, euh, voilà, en mode debug ou autre, mais également Mhm. sur le serveur, parce que mine de rien, Ouais, on est là. quand tu Ouais. commences à avoir des gros soucis sur le serveur, bah, il te le dit, et les infogérants aujourd'hui utilisent toutes ces infos pour faire du monitoring, de suivi de leurs clients, etc. Rappelle-toi, avant Google Analytics, il y avait Erkin, Oui. je ne sais pas comment on prononce, Erkin, on va dire. Ouais, Orkin, ouais. Euh, bon, passons. On s'en Mais fout. l'ancêtre de Google Analytics était basé sur les logs. Ouais. Il analysait le trafic en fonction des logs serveurs. Voilà. Mais Donc, il y a énormément en fait, d'outils qui dans étaient le basés SEO, là-dessus, de toute effectivement, façon. on n'a rien inventé. On s'est servi de données existantes, d'un outil existant, et on l'a appliqué et on l'a affiné, on l'a amélioré pour notre problématique métier à nous. Totalement. Mais la donnée était déjà existante.
clairement. Totalement. Et moi, ce que je voulais rappeler aussi, c'est mine de rien qu'un log, ça se configure aussi. C'est que on peut faire afficher pas mal de choses dans ces documents-là. Et au final, toi, quand tu récupères avec Equalizer, alors tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'en fonction de comment c'est configuré, tu vas récupérer les données que tu trouves, c'est ça? Tu regardes si elles sont dans le fichier, c'est ça? Ouais, alors on essaye de récupérer le maximum d'informations. C'est pour ça que nous, on préfère, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dès le début, on s'est lancé sur sur le marché là-dessus pour être vraiment différent et avoir un élément différenciant par rapport au marché, c'est qu'on a fait tout de suite de l'analyse de log live, en temps réel, vraiment à la seconde près. Et comment on procède, c'est que on fournit ce qu'on appelle un agent collecteur. Donc c'est un petit programme qui est installé sur le serveur, soit au niveau du PHP, soit au niveau d'Apache, soit au niveau d'Nginx, etc. Ce qui nous permet d'avoir un format qui nous est propre et qui est plus riche que le format standard de log. Mhm. Ce qui fait qu'il y a des éléments que tu ne vas pas avoir dans un format standard, typiquement le temps de réponse. Tu ne l'as pas dans le format standard de Apache, de Nginx, etc. Nous, on l'a ajouté tout simplement parce que cette donnée-là en SEO, elle est ultra importante. Ton TTFB, etc., pour Google, mais aussi pour les visiteurs. Donc, nous, on fournit via ça un format de log enrichi à destination du SEO. Du coup, pareil, on va récupérer le port, par exemple. Est-ce que c'était HTTP? Est-ce que c'était HTTPS? Ça, c'est une donnée que tu n'as pas dans le log brut de base. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre? Est-ce que la page était en cache ou pas, par exemple? Ouais. Information super importante pour se dire, Googlebot, on lui répond à combien? À 50% en cache? À 95%? Est-ce qu'on fait du pré-crawling, tu vois, pour préchauffer le cache, etc. C'est des problématiques qu'on aime bien. Mais voilà, globalement, on récupère plus de données qu'un format de log standard via l'analyse de log live. Hmm. Et aujourd'hui, le temps réel, t'es le seul à le faire ou il y en a d'autres qui le font? Alors, à ma connaissance, le temps réel via un agent collecteur comme ça, où donc vraiment voilà, tu fais une mise en prod, tu sais à la seconde près ce que Googlebot fait sur ton site. Il me semble qu'on est les seuls. Il Ouais. me semble Donc qu'on est les la seuls. plupart, Il y en a qui vont si tu leur envoies ton fichier de log, ils vont le traiter en temps réel. Mais bon, si ouais, c'est sur le déjà ton moment. fichier de log de la veille, tu as déjà un décalage. En live, je pense qu'on est les seuls. Ouais, en fait, t'as la différence entre envoyer le traité maintenant et le fait de euh, récupérer une sorte de flux de données. Exactement. Qui Voilà. est Toi, t'es plus sur le voilà, flux de à données. flux tendu. Euh, et ouais, encore une fois, ça c'était vraiment le truc. Enfin, moi, j'aurais jamais sorti SEOlizer si j'avais pas ce truc-là, parce que c'était pour faire la même chose que ce qui existe déjà sur le marché. Entre guillemets, c'était pas la peine. Hmm. Et moi, en tant que SEO, voilà, j'ai vu plein de mises en prod qui se passaient pas bien, où tu reçois tes alertes de la Search Console, mais 48, 72 heures après, quand c'est déjà le bazar, quoi, et que tu sais que ça va être ultra chronophage de repasser sur tout, voilà, de corriger toutes les erreurs qui auront pu être faites. Donc voilà, moi j'avais à cœur, tu vois, en 2014, début 2015, quand il y avait une mise en prod, Hmm. hop, je savais si on répondait avec des 500, pendant combien de temps à Google, est-ce que la charge montait considérablement parce qu'on avait vidé le cache, est-ce que tous ces trucs-là, c'était super important pour moi. Parce que ça m'évitait des journées cauchemardesques s'il y a un truc qui s'était mal passé pendant la MEP, quoi, tout Ouais. simplement. Donc au final, ouais, c'est vraiment un outil euh, que tu as construit pour répondre à des besoins qui sont réels. C'est pas ah, j'ai été voir un peu ce qui se faisait sur le marché et je veux concurrencer, prendre du marché, point barre, tu vois. C'est vraiment combler les problèmes et répondre aux attentes des Mm. utilisateurs. Je sais que d'ailleurs, t'es une personne et maintenant t'as une équipe qui commence à se construire. Vous allez être des personnes qui allez ouais, quand on a un besoin sur Twitter, par exemple, ou un besoin même quand on te contacte, etc., tu étudies quand même rapidement
ces choses-là. Bon, tu peux pas tout mettre en place forcément, hein, il y aurait trop de demandes, mais tu Mhm. essaies de voir les besoins les plus récurrents et puis tu t'y mets assez rapidement et tu y réponds et tu es totalement Mhm. efficace là-dessus. Hein, ça On t'est est, souvent ouais, on revenu? est souple sur ces sujets-là. Parce que voilà, avec nos clients, et que ce soit sur Twitter ou ailleurs en support, on parle de SEO à SEO. Et ça, D'accord. du coup, bah moi, quand il y a une proposition de feature, et je vais te donner un exemple, et que je trouve qu'elle match et qu'elle peut servir à beaucoup de monde et que c'est vraiment cool, ben on n'hésite pas, on y va. Je te donne mon exemple, du coup, tu sais, pendant les élections, il y a eu pas mal de problèmes sur GA Mhm. au niveau même du temps réel, etc. Il y a eu plein de soucis. Il faudrait remonter un petit peu sur Twitter. J'ai plus les dates en tête. Mais nous, on a des clients qui nous ont dit, bah, OK, sur SEOlizer, on suit déjà le trafic en temps réel. Ça, c'est un gros avantage aussi parce que sur GA, bah, voilà, tu vas avoir un décalage de 3 4 heures. Euh, et si tu veux du temps réel sur GA, tu vas avoir des espèces de données agrégées, mais tu vas pas avoir tout le détail de tes données. Donc, il y a eu pas mal de problèmes sur GA, etc. Et on a un client qui est venu nous voir en disant, voilà, j'aimerais bien voir ce qui est Google News, Google Discover et le search. Mhm. Et tout ça en live. Pourquoi? Parce que lui, il est dans le domaine de la presse et qu'il a besoin de traquer ce qui marche pas en temps réel, en fait, à l'heure près et de savoir bah, s'il y a des sujets qui marchent. Bah, du coup, j'en fais part au rédacteur directement. Les trucs qui marchent pas, ils peuvent revoir l'article et adapter la rédaction, même en cours de journée, quoi, vraiment en flux tendu, parce que c'est ça dont on parle sur Discover, c'est d'être ultra réactif Tout à fait, ouais. sur des sujets de news. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée géniale. Allez, vas-y, go, on y va. Le lendemain, c'était en prod et tout le monde était content. C'est, euh, on est assez attaché à ça, effectivement, de pouvoir pousser des features rapidement qui soient utiles au plus grand nombre. Et ça se passe comment quand on te demande une feature? Tu l'étudies, tu vois si c'est faisable, et puis tu travailles toute la nuit jusqu'à avoir des cernes jusqu'à ton cou, ou comment ça se passe? Ouais, alors tu as différents types de demandes. Effectivement, si je vois que ça peut être un développement lourd derrière, parce que voilà, il faut. Je sais pas si nos auditeurs du coup se rendent compte, mais quand tu travailles sur des gros amas de données, on parle de plusieurs terras de données. Ton modèle de données, c'est-à-dire la façon dont tu penses tes données au tout début. Si tu penses à développer une feature qui remet en cause ce modèle de données, c'est très compliqué à bouger parce qu'on est sur des énormes volumes de données, quoi, tout simplement. Hein. Sylvain Perronnet chez Babar pourra t'en parler mieux que moi, leur CTO aussi. C'est vraiment une grosse problématique. Donc effectivement, en fonction de la feature, on peut être amené à la développer très rapidement si on estime que voilà, ça va être vraiment sympa pour beaucoup de monde et que c'est novateur et que c'est intéressant. Par contre, si c'est des gros trucs très impactants ou qui vont être générateurs d'énormément de charges ou d'énormément de stockage, Hmm. ça va être un peu plus délicat parce que nous aussi, on est arrivé un peu sur le marché par hasard en proposant quelque chose de moins cher en démocratisant tout ça. Et on veut garder cette philosophie-là. Et évidemment, si tu multiplies la taille des données par 3, en termes de tarifs, c'est compliqué à gérer, quoi. Donc voilà, j'essaye d'ailleurs de mettre en place un système de vote pour les clients payants, pour que voilà, on puisse un petit peu harmoniser tout ça et que toutes les demandes de features qui arrivent soient cataloguées et notées voilà, avec un système de vote pour prioriser un petit peu, même si dans la priorisation, tu as quand même l'aspect temps de développement qui est pas négligeable. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, ça. Je vois beaucoup d'outils, notamment outre-Atlantique, qui font du collaboratif et essayent de mettre des systèmes de vote, un peu comme Reddit, et puis avec des commentaires Ouais. pour essayer de faire avancer en fait le sujet et même le faire mûrir. C'est vrai que
souvent, on a plein de feedback et puis on discute pas vraiment avec les personnes. Et c'est nous qui devons mûrir finalement ce feedback ou cette feature et se dire, ok, ils m'ont demandé à peu près ça, je vais essayer de le faire mûrir et ça va me prendre 3 ans. Euh, Tandis que si c'est collaboratif, c'est vrai que tu prends les idées il y a différents profils. Il y a des gens qui sont pas Mhm. techos, il y a des gens qui sont techos, il y a des gens qui vont aller sur le X, il y en a d'autres qui vont aller sur les sujets de fond, la data, peut-être les problématiques de performance, quoi que ce soit d'autre. Et c'est vrai que ça te mâche quand même le travail et ça permet de répondre le plus justement possible, je pense, aux besoins en général. Mhm. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en place aussi pour mes prochains projets autour de la formation. Donc, Top, je, top. plus Faut ça. juste avoir le bon outil, quoi. Oui, voilà, faut avoir le bon outil. Après, voilà, ça se développe bien. J'en ai vu quelques-uns déjà qui sont cool. Je voulais revenir sur cette histoire d'optimisation. Mhm. Bon, c'est plus ou moins de l'optimisation déjà, hein, cette histoire de feedback, mais il y avait un truc qui m'avait surpris la première fois qu'on s'était appelé, c'est que, alors je crois que t'étais pas encore payant à l'époque, je crois que tu avais Mhm. basculé de c'est mon outil privé à ah je le donne open source, tout ça, et quelque chose qui m'avait surpris, c'est tu traites énormément de choses en temps réel, énormément de data, etc. Et de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais tu avais Mhm. un seul serveur et tu pouvais gérer tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai. assez Alors, dingue. pour reprendre l'historique, effectivement, donc projet privé, je te reprendrai juste sur un truc que tu as dit open source. C'est pas le cas. Enfin, ça a toujours été un projet privé. J'ai jamais fourni mon code ou quoi que ce soit. Mais disons que C'est moi, ça oui. a été un projet ouais, gratuit parce que bah, voilà, j'avais des connaissances SEO qui s'en servaient, qui étaient vraiment au taquet, qui me disaient, mais Olivier, il faut que tu le sortes, c'est énorme ce que tu as fait, ça n'existe pas sur le marché, vas-y, pousse-le et tout. Chose que j'ai faite du coup fin 2017. Et, euh, et tu vas me dire, ah bah, du coup, c'était un peu tardif, tu vois. J'ai commencé à coder en 2014, je l'ai sorti publiquement en 2017. Mais en fait, je savais qu'en sortant un truc un peu gratuit, bah forcément, tout le monde allait se ruer dessus. Donc, du coup, il a fallu que j'optimise à mort, quoi. En fait, j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans à tester toutes les technos qui arrivaient au fur et à mesure, à tester une flopée de différents langages pour voir bah, qu'est-ce qui utilisait beaucoup de mémoire, qu'est-ce qui utilisait peu de mémoire, etc. Et ouais, j'ai eu j'ai envie de dire une séance de R&D, mais des années de R&D là-dessus, le soir en plus de mon boulot de salarié. Ouais, à tout tester, quoi. À tout Hmm. tester. Les technos, bah, on parlait d'Elasticsearch, mais il y a plein d'autres technos qui sont arrivés entre-temps. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur les langages. Bah, toi, tu connais, tu es un profil dev. Donc, si on veut stocker en mémoire la même chose sur du C ou du C++, ou du PHP, ou du Python, ça va pas tenir la même chose en RAM. Ça va pas occuper le même espace mémoire. Et ça, c'est super important parce que quand tu développes un crawler et que tu vas aller crawler 50 millions de pages, si pour stocker un entier, donc un ID d'URL par exemple, ou même une URL, tout simplement, une chaîne de caractères, en PHP, ça tient 20 fois plus qu'en langage C, Hmm. bah, tu vas te diriger vers le langage C parce que tu es plus proche de la même machine et avec la même machine, bah, tu pourras crawler 20 fois plus d'URL. Et ça, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus, d'ailleurs, que ce soit pour l'analyseur de log qui fonctionne en temps réel, mais pour le crawler aussi, toujours dans cette optique de se dire, bah, du coup, on pourra proposer quelque chose qui est moins cher. On a aussi eu cette chance d'arriver, entre guillemets, tardivement sur le marché. Donc, bah, c'est ce que je te disais, il y a de nouvelles technos qui sont sorties. Donc, nous, on a commencé from scratch. Et on n'avait pas d'aide technique. On était attaché à rien. Donc ça permet d'aller vers des choses optimisables vraiment à fond. Et voilà, quoi. Puis c'est resté l'ADN du truc. Dès qu'on veut sortir un truc, c'est qu'il faut que ça coûte le minimum en infra.
Et j'aime à me dire en plus derrière que si ça coûte le minimum en infra, c'est qu'on pourrit un peu moins la planète aussi. Tu vois, Hmm, typiquement, s'il faut c'est un vrai. cluster énorme et plein de machines derrière, éthiquement, ça m'embête en fait. Évidemment, il faut penser à ces choses-là. On en parle de plus en plus. Les trucs de RSE et compagnie, C'est ça. ça se développe de plus en plus. Et c'est vrai que il va falloir commencer à s'y mettre. Moi, j'ai parfois des sites, tu vois, rien qu'en optimisant la vitesse, on me dit ah ouais, mais t'as pas gagné tant de secondes que ça ou tant de millisecondes que ça. Ouais. Regarde juste à l'année combien t'économises. C'est ça. Et là, je leur montre du coup Mais même le tu vois, poids du truc. en temps de réponse serveur, tu vois, ne serait-ce que tu mets un cache sur tes pages, Oui. plutôt que la page aille chercher à chaque fois des données dans une base de données MySQL, que c'est un peu lent et que ça met 10 secondes à s'afficher, c'est 10 secondes de temps processeur. Si tu sers le cache en 50 millisecondes, bah, tu as économisé du coup 9950 millisecondes et autant de temps processeur, d'énergie, de mémoire, etc. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, oui, totalement. Et Google te remerciera du coup. Oui, oui, aussi, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Et pas que sur les Core Web Vitals, disons-le, et pas Oui, que oui, non, sur c'est sûr. d'autres Pas que sur points ça. bien connus. Il y a aussi des choses un peu plus coulisses dont on parle pas tant que ça. Et c'est dommage. Tous les algos de machine learning qui, dans le temps, fonctionnent et du coup, ouais, calculent certaines petites choses, des re-rankings et tout. Ouais, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. Après, bon, c'est pas grave. Ok pour les optimisations, ça c'est, je trouve ça super cool pour le coup. Et pour l'histoire d'open source, je pensais pas open source, je pensais ouverture d'esprit, open mind plutôt. Genre, Oui, c'est allez, vrai qu'il y a je vous le eu, ouais, partage. Je vous le partage. ouais, bah, c'est l'esprit SEO, ça, tout simplement. Ouais. Et puis, Tu n'es pas ouais, comme Damien. en fait, j'étais un peu frustré. Pour être tout à fait franc, tu vois, quand j'ai commencé l'analyse de log en 2014, j'étais frustré de ne pas pouvoir en faire tout de suite, tu vois, en dehors d'Excel, on va dire, et ouais, de devoir développer ma propre solution, etc. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce que c'est un truc ultra puissant, l'analyse de log live. Hmm. Et, et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas plus compliqué de lire ce que fait Googlebot sur un site que de lire un tableau dans Screaming Frog en termes de données, d'interprétation, etc. Et bah, je voulais démocratiser cet aspect-là, en fait, dire voilà, le SEO technique, c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez y aller, regardez. Je sors même un truc gratuit et go, quoi. En 2 secondes, vous mettez ça sur votre WordPress, sur votre serveur, et il y a les flux qui arrivent en direct, et go, on y va, quoi. C'était vraiment l'idée. Quand on s'est vu, je t'ai dit quelque chose qui paraît peut-être simple sur le moment, mais que c'est quelque chose que j'explique pardon, aux débutants qui n'y connaissent rien en technique et encore moins en SEO. C'est que si on prend une ligne de log, je crois que je me demande si c'est pas les frères Perronnet qui faisaient cette présentation d'ailleurs, mais je l'utilise aussi parce qu'il y a beaucoup qui font ça sur internet. Ils prennent une ligne de log et Mhm, puis ils disent voilà, cette partie-là, elle représente tel truc. Cette partie-là mhm, représente tel truc, et puis on découpe toute la ligne de log comme ça pour dire globalement bah, qu'est-ce que font chaque élément. mhm. Et toi, si on le prend simplement, il faut que tu traites cette ligne fois 10 000, 15 000, 10 millions, C'est etc., ça. etc. Et puis ensuite que tu modélises ou que tu calcules d'autres choses par derrière pour Ouais. sortir une data qui va être plus exploitable. Par exemple, en prenant juste les Googlebot avec les vrais IP de Google, et bien là, tu es sûr déjà d'observer juste ce qui est propre à Googlebot. Tu n'es pas sur des Mhm, gens qui imitent Googlebot, par exemple un Screaming Frog avec un user agent mhm. et une IP qui n'est pas Google, tu vois. Ouais, ça permet justement d'identifier ce que nous on appelle les bad bots, à savoir bah, tous ceux qui se font passer pour Google, mais qui n'appartiennent pas à Google, Exactement, ou même clairement. les scrappers voilà, qui pensent pas mettre un user agent, ça permet de les bloquer pour certains sites, même si aujourd'hui les technos Mhm. comme Cloudflare et tout permettent de le faire quasi automatiquement et en 5 minutes, c'est vrai que
c'est un problème. Ça, il y a encore les enjeux éthiques, écologiques, tout ce que tu veux derrière, et les enjeux aussi de vol, contenu, machin. Mais c'est vrai que si tu prends l'user agent, tu peux faire quelque chose. Si tu prends ensuite la page, d'où ça vient, tu peux prendre les référeurs et puis voir si ça vient du SEO ou quoi que ce soit d'autre, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt, moi j'ai l'impression de concevoir tout l'après-log, parce que le log en lui-même, le traité, bon c'est une chose, mais toute la data que tu agrèges et qui se transforme en des gros volumes, et ensuite pour pouvoir modéliser et pouvoir en faire un outil utilisable, je pense que c'est plutôt ça la difficulté. Enfin moi en tout cas, je suis d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est... La partie analyse de log, je te rejoins, le parsing, ce qu'on appelle le parsing, donc le découpage de la ligne, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est une expression régulière, hein, c'est une regex. Voilà. Par contre, effectivement, l'enjeu, c'est le stockage de la donnée en temps réel déjà, et le fait que les données soient agrégées en temps réel. Ça, c'est le gros enjeu, c'est ce qui est très coûteux d'un point de vue ressources par rapport à quand tu traites un fichier log global, on va dire, parce que là, tu vas pouvoir fonctionner ce qu'on appelle en batch, donc tu vas pouvoir pousser des lignes voilà, par lot de 10 000 par exemple dans ta base de données, et ça va être beaucoup moins coûteux que si tu fais ça en live, ligne par ligne, tu t'en doutes. Et cette partie-là, ouais, elle est costaud, c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps en termes de R&D, bon, je travaillais à côté aussi. Oui, j'étais salarié à côté. J'étais salarié à côté, j'avais encore des sites en édition, enfin, voilà, je faisais pas que ça. Mais voilà, j'ai mis 2 ans et demi ouais, à trouver la bonne formule, la formule magique, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là aussi, on développait aussi la partie crawler, même si elle a été rendue publique que plus tard. Et c'est pareil, la partie crawler, pour aller crawler 50 millions de pages et stocker potentiellement, voilà, admettons que tu as 100 liens par page sur un site, ça te fait déjà 50 millions, 5 milliards de liens, avec le target, le source, l'encre, le code statut, etc. C'est des problématiques où voilà, il n'y a rien il n'y a pas d'outil tout fait, il n'y a pas de magie, et il faut se creuser les neurones un petit peu, quoi, clairement. Ouais. Cette partie-là, pour moi, c'est la partie complexe, elle est là. C'est vraiment comment tu fais pour fournir un service très peu consommateur de ressources, pour populariser le truc et avoir un tarif abordable, tout simplement. Ouais, alors justement, là on va pas tarder à terminer l'interview. J'avais plusieurs petites questions à te poser. Alors c'est des questions, tu vois, plutôt tac au tac, Ouais. pour qu'on puisse comprendre un peu plus qui sont un peu les gens qui utilisent ton outil, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ton outil, etc. etc. Donc je vais t'en poser plusieurs et puis on échange comme ça, puis on terminera gentiment là-dessus. Ça marche. Chez SEOlizer, quels sont les 3 besoins vraiment principaux? Pourquoi on vient chez toi? J'ai l'impression de passer un entretien. Ah, désolé. Alors, avez-vous le permis de conduire, Olivier? Le permis B. Je plaisante, mais vraiment les 3 demandes, tu sais, ouais. on vient même en support ou même de ce que tu vois au niveau d'utilisation. Qu'est-ce qui est le plus utilisé? Qu'est-ce qui est le... Alors, le plus utilisé déjà, c'est le crawler. Donc, auditer un site, ça c'est le truc number one, mais c'est normal, c'est l'essence du SEO. Enfin, je veux dire, tu as un site, que tu sois une agence, un freelance ou un annonceur, tu vois, c'est depuis la nuit des temps, j'ai envie de te dire. On faisait déjà ça avec Xenu. Moi, quand j'ai commencé en 2005, il y avait Xenu, on crawlait les sites avec ça. Après, tu as eu Screaming Frog en 2010, si je dis pas de bêtises, les premières versions. On a toujours crawlé les sites. On a toujours voulu simuler Googlebot pour comprendre comment Googlebot voyait, enfin, en théorie, hein, du coup, parce que ça reste un crawler, notre site, et voilà, qu'est-ce qui est indexable, qu'est-ce qui n'est pas indexable, qu'est-ce qui est 404, qu'est-ce qui est 500.
etc. C'est depuis la nuit des temps, en fait. C'est marrant parce que C'est le métier finalement, de SEO. ton outil se vend comme de l'analyse de log et crawler. Tu as commencé avec Ouais, l'analyse de log et finalement, c'est le crawler qui est le plus utilisé. Pour ouais, ensuite faire l'analyse croisée avec les logs. exactement. Il y a ça pour faire l'analyse croisée avec les logs, mais voilà, il faut garder en tête que ouais, le crawler, c'est l'outil numéro un de tous les SEO. Enfin, je veux dire, C'est vrai. nous, on avait vocation à démocratiser l'analyse de log, chose qu'on continue de faire, et je pense qu'on y a un petit peu contribué à notre échelle. Mais le crawler, ouais, ça reste le plus simple. Tu crawles un site, tu regardes comment il est structuré, tu en tires des conclusions et des leviers pour ton SEO. Ça, c'est voilà, des crawlers, il y en a combien maintenant? Tu Ouais, vois, c'est clair. les Jet Octopus, les Botify, les Deep Crawl, les Screaming Frog. Screaming Frog, c'est la référence de tout le monde, même la mienne. Enfin, je veux dire, on a tous, entre guillemets, grandi avec ça. Il y en a en Espagne aussi, enfin, il y en a partout des crawlers maintenant. Ok. Donc voilà, crawler en premier. Ouais. Deuxième, bah, du coup, à voir, parce que je dis souvent, le crawl, c'est bien, c'est de la simulation, mais la vérité est dans les logs, à savoir que c'est bien beau de simuler Googlebot, mais en vérité, pour qu'on sache vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il fait, c'est dans les logs que ça se passe. Ça, c'est un gros avantage. Et j'ajouterais même au-delà de Googlebot aussi, de connaître le vrai trafic. Ça, c'est une demande un petit peu plus récente depuis les diverses réglementations RGPD, Tout à fait. mais de savoir de manière exhaustive combien tu as de visites, par exemple, Hmm. sans que ça soit troublé ou faussé par des content managers, par des bloqueurs de cookies, etc., puisque dans les logs, c'est exhaustif. Donc voilà, le deuxième point, c'est vraiment les logs pour tout ce que ça apporte de vérité. Et en général, dans les logs, on a bien souvent beaucoup, beaucoup de surprises. Et le troisième point, ouais, j'ai envie de te dire l'analyse croisée, forcément, puisque ça vient apporter des KPI supplémentaires qui sont très appréciés dans le SEO et qui sont présents aussi dans plein d'outils. Je pense aux pages orphelines, je pense aux pages ignorées, aux pages actives, inactives, etc. Ouais, forcément, ça attire les gens. Je pourrais te parler de la visualisation aussi, je pourrais te parler du monitoring du robot TXT qu'on fait depuis le début, ça qui a sauvé bon nombre de gens sur des crashs SEO. Voilà, c'est un top 3 un peu large que je t'ai donné, mais c'est ça globalement. Ok. Et si je devais te demander les trois demandes les plus farfelues que tu as reçues dans le support, c'est quoi? Ah ouais, bah des audits déjà. Des Oui. audits, les gens pensent que parce qu'on fait un outil, on va faire du conseil, des audits et tout. Et non, non, chez Olaïsa, on ne fait pas ça. Il y a les agences qui font du conseil, il y a des freelances qui font du conseil. Nous, on fournit un outil. Chacun son métier. Moi, du conseil, j'en ai fait suffisamment dans ma vie pour plus vouloir en faire. Donc, voilà, chacun son métier. Après, des demandes farfelues comme ça. Je sais pas, une fonctionnalité bizarre qu'on t'a demandé, ou même je sais pas, un projet qui a subi un crash, et tu t'es dit, ah putain de merde. Euh, Si, des fois, on demande des trucs un petit peu annexes, tu vois, bah, par exemple, de plus faire que du SEO et d'élargir l'analyse de log à tout le trafic, en Ah fait, tu ouais. vois, dans un souci de RGPD. Des choses comme ça, c'est assez fréquent, parce que pas mal de boîtes ont perdu, entre guillemets, une bonne partie de leurs données de visite. Ouais, c'est un Et donc, du problème, coup, bah, ouais. ils commencent à s'inquiéter. Bah, on le fait au C'est doigt mouillé de chaud, plus en quoi. plus, hein, c'est clair, hein. Et puis là, tu as les problèmes avec GA, euh, tout le monde marche un petit peu sur des œufs en ce moment par rapport à GA, tout le monde migre sur Matomo et sur Piwik Pro. Voilà, c'est des Moi j'ai tout sujets coupé, compliqués maintenant. tu vois. T'as tout coupé? Ouais, moi j'ai juste les logs du serveur et c'est tout. Ok. Et honnêtement, tu vois, je les regarde même pas, donc. Ouais, après, si tu sais que ton site est bien structuré, que tu t'attends à rien de particulier dans les logs, alors tu peux toujours avoir des surprises, hein.
un WordPress, tu installes le mauvais plugin qui te génère 50 000 URL et tout, ça c'est tellement fréquent. Mais je fais pas, du coup. Ouais, oui, tu es suffisamment alerte pour pas faire des bêtises comme ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que les clients ouais, passent plutôt sur Matomo ou sinon ils vont sur GA4 en croyant que tout est RGPD friendly et en fait pas du tout. Ou sinon, ouais, il y a quelques trucs fait maison des fois. Ils vont pas trop encore sur les solutions IT Internet ou des choses comme ça. Je trouve pas. Je connais pas, honnêtement, je connais pas suffisamment pour. Ouais, les trucs d'Adobe, IT Ouais, Internet, tous ces machins là, qui sont ouais, hyper. C'est surtout pour des très gros sites ça, mais c'est vrai que. ça, c'est ça, ouais, C'est puissant, c'est puissant. c'est puissant. C'est des gros enjeux à l'heure actuelle, en tout cas, Oui, clairement. non, mais honnêtement, moi, ça D'où m'emmerde. la demande farfelue de loguer tous les logs, ce qui serait énorme, hein. Mais ouais, un peu farfelu. Mais pas tant que ça au final, c'est juste que c'est pas l'objet de l'outil. Mhm. Tiens, j'ai une question ouverte comme ça, mais Mhm. est-ce que tu vois une hausse du spam, toi, depuis quelques temps ou pas du tout? Quand tu dis spam, tu penses vraiment email Ça ou au peut être, niveau du crawl? ça peut être des bad bots, ça peut être du spam, tu vois, genre type attaque TDOS, ça peut être vraiment tout spam, tu vois. Alors, Pas que SEO. euh, depuis que j'ai commencé, alors j'ai l'impression inverse, c'est-à-dire que il y a beaucoup de... Alors maintenant, les gens sont au courant que ça existe déjà. C'est vrai. Et les gens ont, pour beaucoup, migré chez des Cloudflare, chez des Akamai, chez des CloudFront, etc. Et toutes ces solutions qui sont du coup en première ligne contre ces attaques-là ont des technos et des algos de détection qui marchent plutôt bien. C'est vrai que les WAF Par et exemple, tout, je te mets au défi d'aller crawler un site sur Cloudflare. Si ton IP n'est pas autorisé, c'est très très compliqué. j'ai pas de problème. C'est vrai. Alors, tu dois passer par du crawl.js, etc. Mais ils ont il y a même des brevets là-dessus d'ailleurs sur Cloudflare où ils ont comment ça s'appelle? Ils font des injections de code JS directement au niveau de la connexion SSL. Avant même que tu aies commencé à télécharger des données de la page, ils sont capables de te dire déjà si tu es un humain ou un bot, tu vois. Des Hmm. choses comme ça. Donc, pour moi, c'est de plus en plus compliqué d'aller crawler les sites. Enfin, je parle au niveau général, puisque nous, voilà, Bah, les en clients Etekos, qui on a viennent chez toujours des nous, trucs dans. ils whitelist louper. Et pour les trucs un peu sales, le scrapping de prix, les trucs un peu bourrins, les DDoS, etc., je pense que c'est beaucoup mieux maîtrisé. Il y a des boîtes qui en ont fait d'ailleurs leur fer de lance. Je pense à Datadom, Tout à fait. qui fonctionne très bien aussi. Chez Akamai aussi, ils sont pas mal doués. Moi, je pense en tout cas pour ceux qui migrent chez ces gens-là pour tout ce qui est première ligne, ça diminue. Après, ouais, bah, les attaques, on a bien vu, hein, avec la Russie, avec même les hôpitaux pendant la crise, ça c'était assez ignoble. Les ransomware, tous les trucs comme ça, ouais, malheureusement, il y en a qui profitent de la situation, quoi. Et en tout cas, de mon point de vue, crawl, il y en a de moins en moins. Après, tout l'aspect vraiment hacker, on va dire, un peu plus violent, je connais un peu moins, mais je pense que ça existera toujours, hein. Puis surtout, vu le contexte Oui, ça actuel, existera toujours. Non, mais c'est vrai c'est... que dans les logs, on voit tous les accès finalement au serveur et je me disais peut-être que tu as vu une augmentation, je sais pas, au niveau de l'espace disque, juste ça, tu vois. Je sais pas, les logs ils gonflent ou. Non, pas trop. Bah, tu vois, la fonctionnalité dont je te parlais tout à l'heure, des bad bots, là, euh, ça a été mis en place, ça, parce qu'on avait un client qui était crawlé par Googlebot, donc un gros site dans un milieu concurrentiel, qui était crawlé tous les samedis soirs avec un pic énorme de, je sais plus, 500 000 URL sur un espace de 3 heures, quoi, 3-4 heures. Et on s'est quand même posé pas mal de questions autour de ça, et en fait, on a vu que c'était un petit concurrent qui venait récupérer tous les prix Ouais. pour se mettre à jour et être un centime en dessous, machin, tu connais la feinte.
pour les comparateurs de prix, etc. Mais ce type de truc, j'ai l'impression que ça a tendance à diminuer quand même, parce que du coup, il y a des outils qui répondent à cette problématique-là de détection en tout cas, c'est un vrai enjeu en termes de ressources, en termes de business, etc. Donc, c'est un sujet super intéressant. Ok. Bon, j'ai encore deux questions pour toi, et puis après on va s'arrêter là. Vas-y, je t'écoute. Je t'en pose une déjà qui permet, on va dire, de pousser le watch time, je dirais sur Twitter. Attendez bien la fin, tu vois, pour écouter les petits tips de Il Olivier. est bon en marketing, ce Thomas. Ah oui, tu vois, on a fait le podcast à l'improviste et tout, on est obligé de rattraper un peu, tu vois. Carrément. Euh, donc ouais, j'avais une question, c'est Mhm. pour toi, euh, quels sont vraiment allez, 3 à 5 recos qui permettent vraiment d'être appréciés par le moteur au niveau de son parcours, au niveau tu vois, du budget de crawl, des choses comme ça, tu vois. Euh, Vraiment, tu t'intéresses à Googlebot, c'est quoi les vrais recos auxquels il faut faire attention? La première, c'est d'avoir une vision claire entre le comportement de Googlebot, donc c'est-à-dire quelle catégorie de page il va regarder sur votre site, versus qu'est-ce que vous pensez qu'il va regarder sur votre site. À savoir, est-ce que la vision de Googlebot correspond à votre vue business en fait? Est-ce que Googlebot passe son temps sur les pages qui vous rapportent du business? Euh, j'ai bien souvent le cas de sites qui vont avoir un blog, par exemple. Donc, ça va être le seul endroit du site où il y a du contenu. Mais ce blog-là est complètement détaché de la structure. Il n'y a pas de push vers des produits, il n'y a pas de push vers... Il n'y a aucun lien en fait entre le blog et le site. Et pourtant, le blog est là, mais il vivote dans son coin. Et d'un point de vue marketing, etc., ça pousse pas le site principal. Et Google, du coup, passe sa vie sur le blog parce qu'il y a du contenu frais, parce qu'il y a des mises à jour, parce qu'il aime bien quand il y a du contenu, etc. Et à côté, on se retrouve avec un site où il y a des articles sans description, etc., et qui ont du mal à se positionner. Mais du coup, c'est quoi? On est journaliste blogueur ou on est e-commerçant? Euh, on peut faire les Ouais, deux, hein, c'est pas un souci, mais il faut que le blog pousse le business. Et là, bah, après, du tunnel de c'est conversion. du SEO, du tunnel de conversion. Je vais te dire, ne serait-ce que des liens déjà de maillage interne vers les bons produits, avec les bonnes encres, etc. Et même aller plus loin avec un aspect marketing de bah, quand la personne part, est-ce que tu lui proposes via un petit pop-up d'aller visiter tel produit? Enfin, tu vois, ça va plus loin que le SEO. Mais est-ce que Google pense la même chose que vous de votre site? Et en règle générale, la réponse c'est toujours non. Parce qu'il va passer, allez, on va dire 75% de son temps sur des pages qui ne vous servent à rien niveau business. Et du coup, il faut le réorienter via des liens déjà en termes de maillage interne et après en termes de maillage externe. Enfin, voilà, en fait, Googlebot, lui, ça reste une machine, entre guillemets, bête et méchante. Il faut l'orienter au bon endroit avec les bons indicateurs, le maillage, etc., pour qu'ils comprennent bien le site comme un site business et pas un site voilà, de blogueurs de voyage, etc., quoi. Le premier point, c'est vraiment ça. Il en découle du coup, voilà, vraiment le deuxième point, parce que j'ai un peu dérivé, mais le maillage interne, super important. Il y a d'excellentes formations sur le sujet, je vous invite à les faire, que ce soit chez les frères Perronnet, chez Fred Bobet, ou voilà, Google à la base, toute la réussite de Google, c'est son algo de PageRank, de pouvoir mesurer la popularité entre pages. Ne sous-estimez pas le fonctionnement de vases communicants, de jus en interne à un site, bien sûr, et puis après en externe, mais déjà en interne à un site. Voilà, donc balancer des tonnes de liens vers des nofollow, vers des pages bloquées par des robots TXT, vers des pages contacts, des pages mentions légales, tous ces trucs-là, c'est du jus de perdu, donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, clairement. Ouais, ça c'est
le rel nofollow sur 80% des pages du site, ça c'est un truc qui m'exaspère vraiment. Parce Ouais. que, parce que voilà, c'est compliqué. On peut parler de méga menus aussi. Tu sais, les méga menus avec 300 liens sur toutes les pages. Ouais, il y a aussi, tu sais, les gens qui brûlent les étapes, moi je trouve, par rapport au nofollow, noindex, toutes ces choses-là. Tu vois, par exemple, le robot.txt, enfin, ils ont trop de pages, par exemple, indexées. Bah, Mhm. ils vont mettre, ils vont faire déjà une erreur, un amalgame. Ils vont mettre tout dans le Je vois robot.txt. très bien ce que tu vas me dire. Ensuite, ils vont mettre no index, no follow, tu vois. Voilà. Voilà. Donc comme Le ça, grand il peut classique. pas parcourir et tout. Et puis en plus, Ouais. ils vont mettre des liens offusqués, tu vois. Ça risque de bugger à vie le truc parce que Google y repasse jamais. Et voilà. Ouais, Ça, c'est ça. c'est l'erreur classique. D'abord, on désindexe ou on redirige. Voilà, la 410 gone, etc. Si on veut vraiment désindexer. Et après, on bloque une fois que c'est désindexé, mais surtout ne pas brûler les étapes. Effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est tellement, tellement fréquent. Ouais. Mais Ça, c'est un c'est la truc que je folie. vois tout le temps, donc Mhm. c'est vrai que c'est chaud. Ok. Bon. Dernière question. C'est quoi tes Allez. projets avec SEOlizer prochainement? En 2022, mais également en 2023, peut-être à Alors, vue il y en a 5 plein. ans, je sais pas. Il y a une liste de features longue comme le bras, même voire comme 10 bras, je pense. J'aimerais pousser toujours cette notion de live. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est ce qui nous a différenciés par rapport à ce qui existait déjà sur le marché. Donc, j'ai envie de pousser encore plus loin cet aspect-là. Je pense que ça arrivera incessamment sous peu. On a envie de faire plein de choses. Des clients nous demandent plein de croisements de données dans tous les sens, que ça soit la Search Console, que ça soit du GA aussi, mais GA c'est un peu compliqué en ce moment. Du coup, on va pas forcément se lancer sur un projet. Si, je crois que ça s'arrête 1er juillet 2023, hein, le Ouais, dans un an, GA ouais. universal. Mhm. Voilà, donc on nous demande beaucoup de choses comme ça. Du classique en fait, hein, qui existe partout au final. Mais encore une fois, nous, on veut se différencier sur des trucs nouveaux, des trucs vraiment sympas. On avait gratté un petit peu le monitoring via le robot TXT, c'est quelque chose qu'on veut développer aussi. Voilà. Ça fait pas trop teasing, hein, je le vends pas très bien comme ça, mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup. Je rigole pas quand je dis on nous demande des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Euh, mais globalement, on peut dire que c'est de l'agrégation de données à grande échelle, quoi. C'est-à-dire que pour une URL, à terme, tu sauras vraiment tout de ton URL, Hmm. d'un point de vue SEO. Tu vois, tu n'auras pas que l'aspect crawler, tu n'auras pas que l'aspect analyse de log, mais tu auras d'autres aspects qui viendront enrichir pour que ça devienne un petit peu comment dire, un centre de décision, tu vois, que tu ne prennes pas des décisions à la légère et que tu fasses ça sur la data, tout simplement, parce que pour moi, c'est l'avenir du SEO, hein, de toute façon. J'aime beaucoup cette vision, une vision finalement assez holistique qui permet de d'avoir plusieurs sons de cloche hein, provenant de différentes sources de données et de se dire ok, est-ce que tout va dans le même sens et à ce moment-là, bah, normalement, elle devrait performer. Si ça va pas dans le même sens, c'est qu'il y a des petits soucis. Et si Mm. ça va dans le mauvais sens, là, c'est que t'as beaucoup de choses à corriger et probablement ta visibilité est en train d'en pâtir. Mm. Et j'aime beaucoup avoir cette vue holistique et c'est vraiment une des visions, tu vois, que je partage à fond, quoi. Mm. Je pense que c'est extrêmement bien de penser à toutes les conséquences, qu'elles soient directes mais aussi indirectes. Et Mm. surtout indirectes d'ailleurs, parce que le direct, à la limite, tu vois, bah, tu le vois sur les KPI directs. Mm. Mais c'est vrai que les notions fourbes, finalement, c'est peut-être les plus difficiles et c'est peut-être celles dont on parle jamais sur les blogs, sur Mm. les podcasts ou je sais pas quoi. C'est des notions qui se voient être dans le temps et Tu qui penses à sont quoi en utiles. particulier? Bah, par exemple, tu prends le tweet de. Je m'en rappelle plus de son nom. Ah! Question piège, j'ai posé une question piège. Purée, sur Twitter. La question d'hier, là. Attends, je regarde. Ah, je t'ai pas sur Twitter, hein. Paul Vengeant, Ah, ouais, qui posait la question du CTR sur la SERP. ouais. Euh, Bah, tu vois,
si on est juste logique, tu vois, cohérent, t'as des résultats, t'as des gens qui cliquent tout le temps sur le même résultat. Ils remontent. Bah, c'est logique déjà que t'aies un truc qui le fasse remonter. Voilà, sur le moment, je dis pas sur le long terme, mais sur le moment, quoi, déjà. Ça veut dire qu'il y a de l'attractivité, on porte l'attention sur un résultat, donc le moteur, c'est normal qu'il le mette en avant. Bon, ça c'est à la limite facile, mais tu prends par exemple dans le temps, on voit tous des sites qui perdent sur des requêtes, -1, -2, et qui sur certaines requêtes sont stables, voire augmentent. Mais par contre, sur certaines requêtes, ça va pas. Pourquoi? Bah, peut-être que le lien entre cette requête, l'intention de recherche et ta page, il y a un souci. Et par exemple, bah, ça peut être fourbe sur tout un tas d'éléments. Ça peut être la page qui est mal présentée pour cette intention de recherche. Ça peut être le prix qui ne va pas pour cette requête. Ça peut être, je sais pas moi, la ligne de flottaison. Tu vois, ton contenu, il est au mauvais endroit. Donc, ça perturbe les gens, ça scroll. Ça peut être complètement externe aussi. Ça peut être tout simplement les concurrents qui ont acheté des liens ou ça qui peut ont être eu aussi des ça, liens. voilà. Et toi, tu en as perdu naturellement, hein, parce qu'un profil de lien dans le temps, voilà, il s'érode, hein, c'est pas éternel les liens, hein. Le web change, ça bouge, donc ouais, c'est sympa d'avoir en tout cas le maximum d'infos au même endroit pour pouvoir analyser tout ça et en tirer des conclusions. Mais bon, après, c'est pas simple puisque je sais pas combien de critères à l'ami Google maintenant, mais à une époque, il y a encore quelques années, on disait 200, 300 critères. Et là, on doit être à, je sais pas, on ne sait même pas au final. Puis Moi, ça va j'essaie dépendre de... aussi ouais. de ta SERP, tu sais, en fonction des thématiques. Tu vois ce que tu disais sur le CTR. Il me semble qu'il y en avait qui avaient essayé de le prouver via des études. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas évident à prouver non plus, tu vois. Disons que tu peux prouver qu'il y a un impact si tu as beaucoup de monde qui vient. Si tu as un flux d'utilisateurs qui clique sur un seul résultat, tu prends Paul, son exemple est très très bien, Paul Sanchez cette fois-ci, avec son truc de poker, ou même certaines conférences il y a quelques années, où on a dit, bah, tous ceux qui sont dans la salle, vous allez sur votre mobile là et puis vous cliquez là-dessus. Et puis à la fin de la séance, bah, tu vois que le truc il est déjà remonté. Donc oui, il y a un impact. Maintenant le truc c'est, est-ce que ça a un impact sur le positionnement par défaut de la page? Moi je suis plutôt d'avis de dire qu'aujourd'hui... long terme, moyen terme, Bah long terme. je veux dire, le moteur arrive sur ton site, sur ta page, voilà, il va regarder ta pertinence pour la requête, il va regarder tes backlinks, c'est quelque chose qui se fait... sur le moment et un peu dans le temps, tu vois, pour les aspects backlinks notamment, et la calcul PageRank. Et puis d'autres choses aussi, comportementales, machin, mais t'as une note. Et puis après, t'as la vie de la page dans le temps par rapport aux utilisateurs qui vont venir taper cette requête, venir visiter chez toi, venir visiter le concurrent, etc. etc. Où là, tu vas avoir un re-ranking par-dessus, pour moi. Ouais, une surcouche, ouais. Voilà, et tu vas avoir un +2, ou peut-être un -2, ou peut-être que tu vas être complètement stable. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est pas assez mesuré aujourd'hui. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de jusqu'où ça peut aller. Moi, j'ai des sites, je prends toujours cet exemple, mais c'est vraiment un des exemples qui parle le plus parce qu'il n'est pas finalement très tant SEO que ça. C'est pas une histoire, tu vois, de j'ai ajouté mon contenu ou j'ai fait des backlinks ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste le prix. Une requête d'un site, une page d'un site, pardon, sur une requête qui est à connotation pas très chère, tu vois, dans les, on va dire, 100 à 500 euros, tu vois, le produit. Où la majorité ont des produits entre 100 et 500 euros et ont quelques produits, on va dire, à 1000 ou à 1500. Et mon client, qui a que des produits qui commencent à 3000. Bah, il a un super contenu, hein, c'est optimiser your test grow, il a une super technique. Même, tu vois, tu regardes le bot, il n'y a pas de souci. Les backlinks, pareil, il en a plein. Il a une bonne note, par défaut, peut-être 20 sur 20 ou 21 sur 20, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que t'en as très très peu, tu vois, qui vont vraiment acheter par cette requête connotation pas chère. Dans ce cas-là, il va peut-être monter d'un coup, tu vois, parce qu'il aura fait toutes les optimies possibles SEO, mais progressivement, il va tomber parce que tout le monde va avoir une manœuvre d'évitement. C'est comme si tu passais devant chez Dior et puis t'as pas les moyens, bah tu te casses. Ah, complètement. Ouais, Google, au bout d'un moment, il est capable de mesurer ça, de s'en rendre compte. Mais après, il faut pas s'imaginer aussi que il fait ça pour tous les comportements du monde. Il mesure pas tout, comme toi, par exemple, avec Equalizer en temps réel, quoi. Il va échantillonner.
il va prendre un petit échantillon et puis il va mesurer. Et il va essayer de faire des tests, des combinaisons de pages, tout ça. Peut-être une page entière, peut-être en paire ou je ne sais quoi. Mais voilà, il va essayer de faire un calcul pour étudier, exploiter, etc. Machine learning, Mm. clairement, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet. Oui. Et on fait la blague souvent, mais je suis à peu près persuadé que même chez eux, ils ne le savent pas vraiment. En Mais ils le fonction de savent la pas CERP, vraiment. enfin, c'est une très bonne question pour Sylvain Perronnet, ça. C'est une très Mais c'est Sylvain bonne. Perronnet qui m'a appris tout ça. Ouais, C'est pas pour justement, rien ce serait si j'en super parle, c'est intéressant que de le développer dans un podcast parce que c'est des trucs. j'avais Ouais, fait un c'est super podcast avec intéressant. lui Ouais. il y a 3 ans, c'était avant la Covid, et on en avait parlé de ce learning to rank et puis d'autres Mm. trucs à côté. Et en fait, c'est des sujets qui sont tellement puristes. Tu vois, je pense que toi, tu as déjà eu le cas. Tu as Mm. des discussions, tout ça, et puis tu es tellement dans le côté puriste des choses que la plupart des gens, en fait, écoutent pas. Ou se Ouais. disent c'est pas si important que ça, ou ah ouais, là on est à un Mm. niveau qui est. Ouais, ou tout simplement, on en est loin, on a déjà corrigé nos méta, Oui, et voilà, puis voilà, tu vois. exactement. Mais tu vois, C'est souvent comme ça. moi j'ai plein de gens qui corrigent les méta, qui font une super technique, les contenus, enfin tous les basiques du SEO, même plus, tu vois. Mhm. Et je trouve ça tellement dommage, tu vois, de monter et puis de se casser la gueule à cause d'un truc qui a mal été conçu dès le départ ou mal réfléchi. Et c'est qu'une vision business. C'est là vraiment le business au fond. T'es en train de Ouais, vendre, c'est. tu vois, pour mon exemple encore, des produits qui sont trop chers. Enfin, t'es pas sur la bonne niche. Tu veux viser des Mhm. grosses requêtes. Ça va pas. Ouais, c'est même plus un problème de SEO, c'est un problème d'étude de marché, là, tu vois. Exactement. Mhm. Et pour moi, c'est presque plus dangereux parfois pour avoir des pépettes, pour convertir. Et c'est vraiment ça qu'attendent les clients finalement. Mhm. C'est Ouais, pouvoir ça, faire en sorte que les salariés soient payés, tout ça. c'est clairement un frein. C'est clairement un frein, ça c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, Évidemment. voilà, Visualizer, ouais, plutôt monitoring dans le temps, avec les features qu'on te demande, essayer de les développer de temps à autre pour répondre aux Ouais, mais besoins. toujours avec cet esprit en plus, de les développer, mais d'apporter quelque chose de nouveau, tu vois, un graphe plutôt sympa, une vision plutôt sympa, d'innover en fait, tout simplement. On fait ça depuis le début et on a à cœur de le faire, hein. Et voilà, toujours l'outil, on va dire, par les SEO pour le SEO, donc quelque chose d'utile, d'opérationnel en fait. Que ça soit facile à utiliser et allons-y, quoi, un vrai outil au sens propre du terme, qui s'utilise tous les jours, qui est opérationnel, qui est simple. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv de SEOlizer. Ok, super. Bah, écoute, ça me va bien. Du coup, je te souhaite un bon courage pour tous tes projets. Et Merci beaucoup. n'hésitez pas, d'ailleurs, hein, ceux qui regardent l'interview, allez voir SEOlizer, seolizer.io. Voilà. Et merci d'être venu, Olivier. Ça me Ben, fait un grand plaisir de te merci à toi recevoir. pour l'invite. Discussion très agréable. C'est toujours cool de présenter un petit peu ce qui se passe derrière, parce que voilà, faire des démos, tout ça, c'est bien, mais avoir une discussion un peu plus business, un peu plus technique aussi, etc., c'est toujours sympa aussi. C'est l'idée pour pouvoir faire découvrir un peu les histoires des différents outils, puis savoir un peu comment ils travaillent. C'est vrai que c'est super Mm. important, cet aspect innovation, hein. J'en ai déjà parlé pas mal de cet aspect innovation qui Mm. est si difficile à définir, mais bon, qui est ultra important pour le coup. Carrément. Bah écoute, Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. merci Olivier, et puis à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, posez vos questions à Olivier, et puis surtout testez seolizer.io. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao. Au revoir.